L'enseignant, il a une place prépondérante en fait dans les systèmes coopératifs. Déjà, c'est celui qui introduit, qui conduit et qui pilote la formation des élèves. Et ensuite, c'est celui qui entretient le climat de travail pendant les phases coopératives. Un élément de ce climat, c'est qu'on peut difficilement autoriser des élèves à coopérer dans le bruit. C'est-à-dire qu'une des règles de fonctionnement, c'est on peut discuter avec un camarade, bien évidemment, mais ça se fait sous le mode soit du chuchotement, soit sous celui du murmure, mais pas plus loin. De manière à ce que la salle de classe ne soit pas trop en désordre et qu'on retrouve un petit peu l'ambiance qui existe dans certaines bibliothèques où on entend du bruit, mais ce n'est pas dérangeant pour la concentration individuelle. L'enseignant, il est là aussi pour introduire des outils spécifiques pour l'organisation de la coopération. Je pense notamment à un tétraède. C'est un jeu de mots, hein, c'est un tétraèdre qui sert à aider, donc un tétraède avec 4 sommets. Et à chaque sommet correspond un type de travail coopératif. Par exemple, avec le sommet vert, je suis disponible pour aider. Sommet jaune, les élèves le tournent sur leur table, je demande de l'aide. Sommet rouge, je ne veux pas être dérangé. Voilà. Ça, c'est le genre d'outils que les élèves ne peuvent dignement pas inventer. Et donc, c'est à l'enseignant de les introduire, de les expliquer et d'entretenir le matériel. Ce qui est intéressant, c'est que nos travaux de recherche ont pu montrer que lorsque l'on demande à des élèves de coopérer ou qu'on les autorise à coopérer sans une préparation préalable, ça donne assez souvent des effets inverses à ceux qui sont attendus, notamment dans le désordre, notamment dans la nature du savoir qui est transmis, notamment dans le schéma relationnel qui est construit entre les élèves. Par exemple, des élèves qui se prennent un peu pour des chefs en disant « vas-y, travaille, c'est moi ton tuteur, tu dois m'obéir ». Donc on en est arrivé à cette constatation, c'est que si on souhaite que la coopération puisse avoir des effets pédagogiques éducatifs, on doit en passer par une formation préalable des élèves à la coopération. Alors notamment pour l'organisation du tutorat. C'est intéressant que les élèves qui se font aider et ceux qui aident puissent obtenir, par l'intermédiaire d'un travail de l'enseignant, les gestes qui sont associés à la coopération. Alors, par exemple, pour les élèves qui se font aider, quelque chose qui paraît simple, mais que certains élèves n'ont jamais entendu ou n'ont jamais expérimenté, c'est avant de demander de l'aide, d'essayer par soi-même. D'essayer par soi-même. Parce que quand on essaye, c'est possible qu'on y arrive, et donc que cette aide soit superflue. Et une fois qu'on a essayé, qu'on n'y est pas arrivé par soi-même, ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient une question précise. Et demander de l'aide, c'est d'autant plus pertinent que cette précision de question existe. C'est-à-dire que je n'arrive pas à dépasser un obstacle qui se présente à moi. Grâce à cette question précise, je peux aller solliciter quelqu'un et lui demander un soutien, un étayage sur quelque chose de spécifique. Donc c'est plus facile pour celui qui aide et c'est aussi beaucoup plus pertinent pour celui qui se fait aider. On rejoint là un vieil adage en pédagogie où, grâce à la coopération, les élèves obtiennent des réponses à des questions qui se posent. Et puis, du côté de celui qui aide, c'est pas évident. Il y a même des enseignants qui se font former pendant plusieurs années à ce sujet. Donc c'est pareil pour des élèves tuteurs. Voilà, il y a un certain nombre de gestes coopératifs qui sont importants. Alors il y en a qui sont très connus, par exemple pour aider, on ne fait pas à la place, on ne donne pas la réponse ou la solution. Il y en a d'autres qui sont moins évidents et difficiles pour certains élèves, c'est pour aider, même si celui qui est en face de soi rencontre des difficultés, on ne se moque pas de lui et on essaye de l'encourager, de le féliciter. Et puis il y en a, de mon point de vue, la règle la plus sensible dans la formation des élèves pour les enseignants, c'est celle qui consiste à ce que lorsqu'un élève ne sait pas et qu'il est sollicité, il a toute sa place de tuteur et son travail consiste à pouvoir transmettre vers quelqu'un qui sait au sein de la classe. C'est-à-dire que là, ce qui est en jeu, c'est que tous les élèves peuvent être tuteurs. Le danger serait que n'obtiennent le statut de tuteur que les meilleurs élèves ou ceux qui ont terminé en premier. Et là, on créerait un système profondément inégalitaire parce que les élèves qui sont le plus en activité intellectuelle pendant la phase tutorielle sont les tuteurs. Le fait, à un moment donné, de pouvoir expliquer quelque chose que l'on a compris, voire même parfaitement maîtrisé en termes d'apprentissage, ça nous pousse ne serait-ce qu'à verbaliser. Verbaliser, c'est-à-dire passer d'un apprentissage qui est intériorisé et conscientisé
à de la mise en mots. Et ça, c'est pas facile. Il y a un autre phénomène qui est extrêmement intéressant du côté des tuteurs, c'est qu'un tuteur n'est pas un meilleur enseignant qu'un enseignant formé. Et donc, les tuteurs, comme les enseignants, rencontrent des situations où ils sont face à des camarades qui ne comprennent pas ce qu'ils essayent de leur expliquer. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont expliqué en entretien qu'ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. Et donc, ils recherchent, dans leur façon de concevoir leur connaissance, d'autres stratégies qui vont permettre de mieux aider leurs camarades. Et là, c'est une activité à haute intensité intellectuelle.